Bonjour, nous voici arrivés à la fin de la saison 2. Il est temps de faire un dernier bilan et d'entrouvrir peut-être quelques portes. Quand j'ai commencé cette série de vidéos, c'était il y a 2 ans déjà, je ne savais pas encore exactement par où nous allions passer. Si c'était à refaire, est-ce que je choisirais exactement le même itinéraire ou pas? Probablement pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, il est temps de revoir le chemin que nous avons parcouru. Dans cette première vidéo, nous sommes passés du monde classique, avec des ondes lumineuses classiques, au monde quantique, dans lequel les particules élémentaires ne sont plus localisées à des endroits précis. Les corpuscules, comme les ondes ordinaires, ont été remplacés par quelque chose de plus fondamental que nous aurions pu appeler dans un premier temps des ondes de probabilité, même si ce terme est un petit peu inexact. Dans la vidéo suivante, nous avons vu très rapidement une propriété fondamentale de l'espace usuel à 3 dimensions. Cette propriété nous a montré un exemple de système qui ne revient pas totalement à sa position initiale quand il fait un seul tour sur lui-même. Si on tient compte non seulement du système lui-même, mais aussi des liens qui le relient au reste de l'univers, notre livre doit faire non pas un, mais 2 tours complets sur lui-même pour que tout revienne dans l'état initial. Nous ne sommes pas allés tellement plus loin pour le moment, mais pour ceux qui voudraient le faire, cette propriété particulière est celle des particules dites de spin 1,5. Pourquoi 1,5? Eh bien, 1,5, c'est une manière de dire que le système, si on tient compte de ses liens avec le reste de l'univers, n'a fait que la moitié du chemin qui le ramène à son état d'origine quand il a fait un tour complet. Pour revenir complètement à son état initial, il doit faire 2 tours complets sur lui-même. Vous avez maintenant assez de physique quantique pour comprendre pourquoi et le secret qui est derrière. Un électron, par exemple, si on lui fait faire un tour complet sur lui-même, se retrouvera dans la même orientation qu'au départ, mais avec une phase inversée. Vous savez maintenant ce que ça veut dire. Si on ne regarde que l'électron tout seul, on ne verra pas la différence. Ici, par exemple, la probabilité de le trouver dans l'état up est de 100% dans les 2 cas. Mais les phases, elles, sont opposées, ce qui entraînera des interférences différentes. Dans la vidéo suivante, nous sommes posé la question de savoir ce que pouvait signifier une phrase comme « comprendre la physique quantique ». Et nous avons vu que si comprendre voulait dire prévoir ce qui va se passer, alors ce n'était pas si difficile que ça, du moins dans les cas les plus simples. En revanche, si comprendre signifie quelque chose du genre avoir une compréhension intuitive des choses, alors c'est beaucoup plus difficile, parce qu'aucun des objets de notre vie quotidienne ne se comporte de la même manière que les particules élémentaires de la physique quantique. Dans la vidéo suivante, par exemple, nous avons vu que les photons n'ont pas de trajectoire, quand on n'a aucune information sur la trajectoire qu'ils prennent. C'est probablement là le plus grand mystère de toute la théorie quantique. Comme le disait Claude Aslangull, la Lune existe toujours si je lui tourne le dos, mais pour les particules élémentaires, c'est plus subtil que ça. Les particules élémentaires n'ont plus vraiment de position quand personne ne les regarde. Et pour commencer à approfondir un peu tout ça, nous avons commencé à utiliser le formalisme des équations de la mécanique quantique dans un cas particulièrement simple pour décrire des états quantiques. Et nous avons vu, toujours dans un cas particulièrement simple, comment utiliser des matrices pour prévoir les changements de ces états quantiques. Évidemment, ces premiers calculs étaient extrêmement simples,
mais il n'était pas fondamentalement différent de ce que font les professionnels dans les cas plus compliqués. Après un premier résumé de tout ceci, nous avons jeté un premier et rapide coup d'œil sur ce phénomène qu'on appelle l'intrication quantique et qui fait couler tellement d'encre en ce moment. La deuxième année, nous avons repris notre cheminement, mais cette fois-ci d'une manière un peu plus rigoureuse et formelle, en nous attaquant à ce qu'on appelle les postulats de la mécanique quantique. Le premier et le plus fondamental de ces postulats est le principe de superposition. Alors qu'un objet ordinaire, à notre échelle, n'a qu'un seul état à la fois, bien défini, les objets quantiques sont toujours dans une superposition d'états, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans plusieurs états en même temps, sauf au moment précis où on regarde dans quel état ils sont. Plus exactement, les états quantiques sont une combinaison linéaire de tous les états possibles. Tout ce qu'on peut savoir à un moment donné, ce sont les probabilités qu'on a d'observer le système dans tel ou tel état. Et on calcule ces probabilités à partir de nombres qu'on appelle les amplitudes de probabilité. Dans cette vidéo, nous avons vu que ces amplitudes de probabilité sont des nombres complexes. Autrement dit, des nombres qui ont non seulement une grandeur, mais aussi un angle. Et c'est bien cette particularité qu'on ne retrouve à notre échelle que dans les ondes, qui est à l'origine de tout ce qui est nouveau et souvent contre-intuitif dans la mécanique quantique. L'ingrédient fondamental de la mécanique quantique, ce sont donc ces amplitudes de probabilité, qui sont des nombres complexes et qui s'ajoutent comme des nombres complexes, au lieu de se comporter comme les quantités ordinaires que sont par exemple les vitesses ou les positions que nous côtoyons tous les jours. Nous avons ensuite approfondi un peu tout ceci et nous nous sommes posé la question très ancienne et philosophique des liens entre les mathématiques et le réel. Dans la vidéo suivante, nous avons mis à profit nos nouvelles connaissances pour approfondir un peu un cas célèbre, celui des qubits. Puis nous avons parlé d'espace de Hilbert et de fonctions d'onde. Ce n'était pas si difficile que ça finalement, après tout le chemin que nous avions déjà parcouru. Quand on est dans une situation où le système ne peut prendre qu'un petit nombre de valeurs possibles, il est commode de travailler avec des matrices et des vecteurs, comme nous l'avions fait jusqu'ici. Mais quand ils peuvent prendre une infinité de valeurs différentes, par exemple quand ils peuvent se trouver dans une infinité de positions très précises différentes, alors il faut généraliser nos méthodes. On ne peut pas facilement faire des matrices infinies. Et c'est ce que nous avons fait avec les espaces de Hilbert et les fonctions d'onde. Nous avons parlé ensuite d'observables quantiques. Là, si c'était à refaire, je crois que je ferais les choses dans un ordre différent et que je parlerai des observables quantiques avant de parler des fonctions d'onde. Mais bon, je ne vais pas tout refaire maintenant. Alors que les objets classiques ont des propriétés bien définies, les objets quantiques, comme on l'a vu, peuvent se trouver dans une multitude d'états possibles, sans qu'il soit possible de déterminer à l'avance dans lequel de ces états on va l'observer. Il faut donc remplacer le concept de propriété par celui d'observable. Concrètement, on l'a vu, une observable, ce n'est pas une équation qui va nous donner le résultat que nous allons observer, c'est une matrice. On peut la voir comme une machine. On fait rentrer dans cette machine la formule qui décrit l'état quantique dans lequel est notre particule, et il va en sortir les probabilités des différentes observations ultérieures. Bon, en fait, c'est un peu plus subtil que ça encore, mais on n'a pas eu le temps d'approfondir tout ça vraiment pour le moment. Je vous donnerai tout à l'heure quelques pistes si vous voulez approfondir davantage cette question. Et nous avons fini par la célèbre équation de Schrödinger.
Là aussi, nous n'avons fait que survoler le sujet, mais ça nous a permis d'en avoir un avant-goût. Et là aussi, je vais vous donner maintenant des pistes pour approfondir tout ça si vous le souhaitez. Alors au bout de ces 2 années, je vous avouerai que je ne regrette pas du tout le temps que j'ai consacré à tout ça, mais que maintenant, j'ai un petit peu envie de passer à autre chose. Et vous, de votre côté, vous en savez désormais assez pour continuer à cheminer tout seul. Si vous souhaitez le faire, je vais maintenant vous proposer, comme promis, quelques pistes. Tout d'abord, si vous parlez un petit peu anglais, je vais vous conseiller de ne surtout pas hésiter à poursuivre en anglais. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'il y a d'excellents cours pour débutants en anglais et que vous en savez désormais assez pour les suivre. Surtout, n'ayez pas peur d'être perdu à cause de la langue. Si vous avez quelques bases d'anglais, un cours de physique en anglais, croyez-moi, c'est infiniment plus facile à suivre qu'une conversation dans un pub ou même qu'une série télévisée. Pourquoi ça? Bien, tout simplement parce que le vocabulaire technique des maths et de la physique est finalement assez limité. Les profs parlent lentement, clairement, et ils n'utilisent pas de mots d'argot. Donc vraiment, si vous comprenez l'anglais courant et international, n'ayez aucune hésitation. Aucun cours de vulgarisation en français, à commencer par les miens, n'arrive au niveau des meilleurs cours en anglais. Mais alors, quel cours en anglais maintenant? Eh bien, personnellement, je ne saurais trop conseiller ceux qui ont été donnés par Leonard Susskind à Stanford. Ce sont ceux qui m'ont permis de me débloquer, alors que je ramais depuis un bon moment, et de commencer à y comprendre quelque chose à tout ça. Vous pouvez aussi essayer de suivre la version papier de ces cours. Ce sont ces 2 livres qui ont été traduits en français. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description en bas de cette vidéo pour vous les procurer. J'ai découvert par la suite cet excellent cours de Barton Fibach au MIT. Il est un petit peu plus traditionnel et il nécessite peut-être un peu plus de connaissances de maths, notamment en analyse. Mais comme vous êtes probablement comme moi, à la fois patient et pas trop pressé, eh bien rien ne vous empêche de prendre votre temps pour étudier en parallèle les techniques mathématiques qui pourraient vous manquer. Alors justement, comment progresser en mathématiques quand on est un amateur pas trop pressé? Eh bien personnellement, je me suis remis à niveau et j'ai beaucoup appris de choses nouvelles grâce au site de la Khan Academy. Toujours en anglais, parce que hélas, la version en français est très incomplète et qu'elle n'est pas du tout du même niveau. J'ai découvert encore un peu plus tard le site Brilliant. Par rapport à celui de la Khan Academy, il a un défaut, c'est qu'il est payant. Mais j'y ai suivi un cours d'essai gratuit sur la relativité restreinte et j'ai trouvé ça très bien fait. Et puis surtout, Sabine Ossenfelder, dont la chaîne de vulgarisation avancée sur ces sujets est très connue et réputée sur YouTube, y a publié un cours en ligne. Alors, je n'ai pas suivi ce cours, je ne le connais pas, mais vu la réputation de Sabine et celle du site, je pense que ça vaut très probablement le coup d'essayer. Mais alors, et en français, me direz-vous? Eh bien, malheureusement, en français, je ne connais rien de bien satisfaisant pour des amateurs comme vous et moi, à part les 2 livres de Leonard Susskind dont j'ai parlé plus haut. Il y aurait bien aussi le livre célèbre de Richard Feynman sur la mécanique quantique, mais c'est le 5e tome d'une série de 5, et il est indispensable de commencer par étudier les 4 premiers, et puis aussi, ça a un peu vieilli quand même. Je le conseillerais peut-être un peu moins. Il y a aussi, en français, des vidéos de grande qualité sur tel ou tel aspect particulier du sujet. Mais c'est pas, à ma connaissance, jamais aussi progressif que ce que j'ai tenté de faire. Jetez quand même un petit coup d'œil sur les chaînes suivantes. Elles vous en apprendront beaucoup.
Bien sûr, les vidéos d'Étienne Klein, qui sont classées par sujet. Les cours d'Étienne Parizeau, alors ils sont destinés déjà à des étudiants en physique, pas forcément à des amateurs, mais bon, c'est un peu comme le cours de Barton's V-Bike, ça peut vous aider. Et puis, bien sûr, les vidéos de sciences étonnantes que je vous conseille. Alors, elles sont par sujet, c'est souvent avec des vulgarisations, mais c'est des vulgarisations de très bon niveau. Et sur Vents et Jardins maintenant. Eh bien, s'il devait y avoir une saison 3 de tout ça dans Vents et Jardins, et il y aura peut-être une saison 3, elle sera sans doute un peu différente. Il s'agira plutôt de vidéos plus spécifiques, comme le font les autres chaînes de vidéos en français sur le sujet, en traitant chacune d'un sujet particulier. Je pense par exemple qu'il faudrait commencer par reprendre la question du spin, comme le fait Leonard Susskind, et approfondir le formalisme à partir de là, et en particulier la question des observables du spin. Ce serait intéressant de regarder aussi la question des particules indiscernables et de voir pourquoi les bosons et les fermions se comportent de manière totalement différente. Bien sûr, il serait très intéressant aussi d'étudier davantage l'expérience d'Alain Aspect, mais ça nécessitera, ou ça nécessiterait, de commencer par bien comprendre les inégalités de Bell, et je ne me vois pas me lancer dans une aventure pareille, du moins pas pour le moment. Enfin et surtout, ce serait bien d'aller un peu au-delà de la mécanique quantique vers ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Mais là aussi, pour le moment, je préfère vous orienter vers cette vidéo, hélas en anglais, vous commencez à avoir l'habitude, mais qui a peut-être des sous-titres en français, peut-être des sous-titres automatiques. Je ne sais pas s'ils sont toujours excellents, mais en tout cas, ça devrait vous permettre d'avoir une assez bonne idée de ce que peut être les grands principes, ce que peuvent être les grands principes de la théorie quantique des champs. Puisqu'on parle de sous-titres, je vous en ai déjà parlé, mais je ne saurais trop vous conseiller, une fois de plus, cette vidéo-ci, que j'avais trouvée si bien faite que je leur ai proposé des sous-titres en français, qu'ils ont bien voulu accepter et qui étaient meilleurs que les sous-titres, je crois, automatiques générés par des traducteurs automatiques. Mais pour le moment, je vais lâcher un peu la quantique et je vais me tourner vers les deux théories de la relativité. Il se trouve qu'on rencontre le même problème que pour la quantique, à savoir qu'il existe peu de cours vraiment pour amateurs et encore moins en langue française. Alors il y a ce cours-là pour amateurs qui est absolument remarquable et que je vais sans doute, dont je vais sans doute m'inspirer, mais devinez quoi, il est en anglais. Alors je ne vais pas aller le plagier, je ne vais pas non plus tout traduire. Beaucoup plus modestement, je vais peut-être me lancer dans un petit cours sur les tenseurs qui sera un peu différent du sien. C'est-à-dire qu'il sera à la fois plus modeste et plus progressif. Autrement dit, il sera à ma manière, que vous connaissez maintenant, un peu plus en amateur, un peu moins rigoureux, mais peut-être aussi un petit peu moins raide. Mais d'ici là, n'hésitez surtout pas à explorer les liens que vous trouverez en dessous de cette dernière vidéo dans cette description. Et puis, à bientôt peut-être.